Le monde est plein de mystères. Ce qui est connu nous satisfait, nous déçoit ou nous lasse. Ce qui est inconnu nous indiffère, nous effraie ou nous galvanise. Quoi qu'il en soit, on est attaché à notre zone de confort. Et si on décidait de voir la vie autrement? Dans Fragments d'essence, nous allons vers l'inconnu sous toutes ses formes. Nos principes, l'authenticité et la bienveillance. Nos objectifs, recréer du lien humain et partager les points de vue. Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux que l'on ne prend pas assez le temps d'écouter et qui ont pourtant tellement à nous apprendre. Ensemble, nous parcourons les villes et les villages pour recueillir les précieux fragments de nos existences, croiser les regards et partager la richesse du monde qui nous entoure. Parce que ce qui fait une société ne peut se voir qu'au-delà des artifices, des barrières sociales et des jugements unilatéraux. Bienvenue dans le podcast qui vous donne la parole. Bienvenue dans Fragments d'essence. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Alex et aujourd'hui, dans la continuité de cette saison 3, je vous emmène dans la capitale de la région historique d'Alsace, préfecture du Bas-Rhin et de la région Grand Est, mais aussi capitale européenne, Strasbourg. Comptant un peu moins de 300 000 Strasbourgeoises et Strasbourgeois, cette commune est la 8e de France. D'abord fondée par les Romains en l'an 12 avant Jésus-Christ, l'histoire de Strasbourg est riche et mouvementée, notamment marquée par les différentes administrations germaniques, allemandes et françaises. Entre 1870 et 1945, la ville va d'ailleurs changer 4 fois de nationalité. Par la suite, elle est devenue le symbole de la réconciliation franco-allemande et plus généralement de la construction européenne. Parfois qualifiée de capitale parlementaire de l'Union européenne, elle est le siège du Parlement européen et accueille la totalité des institutions européennes dépendant du Conseil de l'Europe. La deuxième ville diplomatique de France rayonne également au niveau culturel. On y trouve en effet plusieurs établissements nationaux renommés comme le Théâtre national, la Bibliothèque nationale et universitaire et l'Opéra national du Rhin. Par ailleurs, son centre-ville, qui comprend notamment la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg et le magnifique quartier de la Petite France, est intégralement inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1988. Il s'agit aussi de l'une des villes les plus étudiantes de France et attractive à l'étranger puisqu'elle compte plus de 20% d'étudiants européens et extra-européens au sein de ses établissements. Pour y avoir effectué mon cursus universitaire, je ne peux que confirmer qu'il fait bon vivre ici. Maintenant que je vous ai donné un petit aperçu de Strasbourg, il est temps de vivre l'expérience sur le terrain. Direction le parc de l'Orangerie, place au Fragments d'essence. Bonjour messieurs, dames. Sylviane, enchanté. Joseph. Donc moi c'est Alex, bienvenue dans Fragments d'essence. Alors pour commencer, on est dans le thème de la nouvelle année, donc on est en 2026, bonne année à vous. Si vous aviez la possibilité d'accomplir 3 résolutions, lesquelles ce seraient? Si vous avez des résolutions aussi, bien sûr. Ouais, oui, parce que ouais, nous on est arrivé, parce qu'on est à un certain âge où on regarde les choses avec beaucoup de distance. Et de philosophie. Et donc, parfois être préoccupé par notre santé, c'est malheureusement lié à l'âge. Nous, nos résolutions, ça se porte plutôt sur nos petits-enfants. Hein. C'est pas pour nous. Voilà. Qui sont en pleine santé, en bonne forme. Qui, eux, ne posent pas de problème. Non, eux, ils posent pas de problème, pourvu que ça dure. Sauf qu'ils sont un peu loin. Ah oui, la distance. Donc la résolution qu'on prend, c'est d'aller les voir régulièrement, de voyager, d'aller les voir régulièrement. Ah bah, voilà. Super. Et ben, on vous le souhaite. On est aussi dans le thème de l'Europe. On a une citation. Aujourd'hui, une citation de Simone Veil. On aime bien analyser les citations. L'Europe, c'est l'espoir de progrès. Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça vous inspire? Et nous, on est des Européens convaincus depuis 50 ans, 60 ans. Alors voilà, ça veut dire que pour moi, il est totalement incompréhensible qu'on puisse imaginer dans son petit carré alsaco, franco, je sais pas quoi.
On voyage beaucoup. Je dis toujours aux gens qui n'ont pas de propension ou de goût pour l'Europe, je dis voyagez dans un certain nombre de pays et puis vous prévoirez déjà sur un mois de voyage. Si vous visitez 5 pays, vous prévoyez déjà 5 jours pour passer les frontières. Voilà. Donc, Oui, donc rien que pour ça déjà, rien pour ça. Et l'Europe puis, vaut la peine. je pense que parler de nos enfants, mais c'est le seul avenir qu'ils ont. Sauf à aller éventuellement s'installer ailleurs. C'est ça l'Europe. On est des gens, vu notre âge, dont les parents, les grands-parents ont connu ce que ce n'était pas l'Europe. On a des grands-parents, enfin moi je suis lorrain, mes grands-parents, les 4, ils ont été successivement allemands, français. Ils ont vu je sais pas combien de guerres. L'Europe, c'est quand même, du moins touchant du bois, mais en Europe, du moins de l'Union européenne, on sera peut-être la première génération qui n'aura pas connu la guerre. Je le souhaite vivement, c'est quand même important. Comment garder espoir en l'Europe en ces temps d'incertitude? Ouais, pas avoir l'air de... Si tu monopolises. Je monopolise, voilà. Comme d'habitude, tu vas encore rajouter. Vous savez, moi je pense que ça se fera naturellement. Regardez les gens du Front National ou les gens d'extrême droite, voire d'extrême gauche. Les remis en cause, qu'est-ce qui a été un vrai handicap aux dernières élections présidentielles pour la représentante du Front National, c'était bien sa position sur l'Europe. Donc, il ne faut pas être si pessimiste que ça. Voilà. Et une petite dernière question, peut-être. Vous avez encore 4 minutes et demie, donc une demi-minute. Non, t'as Merci. Au dernier épisode, j'étais à Bruyères et j'ai rencontré Paul à Bruyères, dans les Vosges. Ah oui. Je suis lorrain aussi. Et j'ai rencontré un historien. Il y a pire dans la vie. J'en parle des gens en connaissance de cause. J'ai rencontré un historien, Paul, et il a une question à transmettre. Sa question, c'est comment peut-on vivre dans le monde virtuel? On ne peut pas. Écoutez, oui, s'il y a vraiment quelque chose qui nous est inconnu, c'est bien ça. D'abord, si c'est virtuel, par définition, on ne connaît pas. Mais même, je veux dire, on est une génération où on a énormément de mal. Compliqué pour nous de se projeter dans des structures comme ça, où il n'y a pas un bouton on-off, et où il n'y a pas de truc. Vous voyez, même si professionnellement, et même tous les jours, on utilise l'informatique, mais puis quel est l'intérêt d'un monde virtuel? C'est quand même mieux de rencontrer les gens, non? Tout à fait, c'est beaucoup mieux. Si vous êtes philosophe, je pense que vous êtes d'accord avec moi. C'est aussi le projet du podcast. Merci beaucoup. Mais écoutez, qu'on n'ait quand même pas dit d'horreur. Pas de souci, merci beaucoup. Vous êtes Juste une question, vous êtes philosophe de formation ou... Alors, je suis économiste, mais je garde un goût pour la philosophie. Non, vous écoutez quand même, parce que si on a dit une horreur, on vous autorise à nous censurer. Ok, merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Véronique. Véronique, enchantée. Joël. Joël, enchanté. Alors, pour commencer, on est dans le thème de la nouvelle année. Donc, on est en 2026. Bonne année à vous. Merci, vous aussi. Merci beaucoup. Si vous aviez la possibilité d'accomplir 3 de vos résolutions, Oui. lesquelles ce seraient? Moi, cette année, j'en avais pas du tout, mais ma première à moi, résolution, c'est de faire en sorte de guérir mon problème de santé le plus rapidement possible. C'est ma seule résolution, j'en ai pas 3. Ok, on vous le Pour souhaite. moi, la santé, c'est l'essentiel. Il y en a 2 autres que tu peux avoir. Ouais, mais là, non, je me suis vraiment focalisée là-dessus. Oui, d'accord. Et j'en ai fait aucune autre en début d'année, parce qu'en règle générale, j'ai des résolutions. Mais pour moi, c'est ça. D'accord. Moi, je n'ai pas fait de résolution. Je ne sais pas si j'en ai fait dans ma vie. Je n'en ai pas. Mais évidemment, je souhaiterais que certaines choses aillent mieux. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous n'avons pas D'influence directe. d'influence. Ouais. Bon, numéro 1, je dirais que la Palestine, qu'on la retrouve et que ce peuple puisse avoir une vie normale. Parce que ça n'a pas commencé en 2023, c'est dans les années 30 déjà qu'on les extermine. Et le monde ne peut pas aller mieux si on laisse passer des choses pareilles. Bien sûr, il y a les autres guerres, mais on en parle beaucoup plus, comme par exemple l'Ukraine. Que Trump disparaisse de ce monde. Parce qu'il fait beaucoup de tort, et surtout aux États-Unis. Ma sœur habite aux États-Unis et c'est très compliqué quand on n'est pas de son bord. Et moi, je dirais, justement, pour compléter ça, je suis
tout à fait d'accord avec toi que mon souhait est que l'autoritarisme que Trump prône ne vienne pas dans d'autres régions du monde, bien que on a la Chine, on a la Russie, mais actuellement on voit quand même des choses qui bougent dans d'autres régions du monde, et je parle principalement de l'Europe, et on ne sait pas ce que ça va donner au niveau de la France pour les élections présidentielles, parce que c'est vraiment très très dangereux, et la démocratie telle que nous la connaissons, ou même de manière générale, risque de disparaître, et donc ça c'est mon souhait pour que ça n'arrive jamais. Plus d'égalité. Pour la petite histoire, je viens d'une famille très aisée et je suis plutôt de gauche. Voilà. Je dis ça pourquoi ? Parce que selon son milieu, c'est comme si on était destiné à être de droite ou de gauche. Mais je crois que l'égalité entre les personnes et l'égalité des chances, c'est quelque chose qui pour moi est indiscutable. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup pour ce témoignage. Justement, on a parlé d'Europe et on est dans le thème de l'Europe aussi. Aujourd'hui, on a une citation de Simone Veil. Elle a dit « L'Europe, c'est l'espoir de progrès ». Qu'est-ce que ça vous évoque ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? Oui, jusqu'à maintenant, c'était un peu le cas. Et comme mon amie Véronique vient de dire, ça risque de ne plus être le cas maintenant avec les risques de cet autoritarisme qui arrive chez nous et qui influence certains courants qui sont prédestinés à l'être, mais qui commencent à avoir plus de courage et croire que oui, puisque c'est arrivé aux États-Unis et ailleurs, pourquoi est-ce que nous, on pourrait pas aussi arriver à... Mais disons, c'est synonyme de progrès et il y a peut-être en Europe beaucoup de choses encore à faire parce qu'on est quand même à la traîne par rapport à l'intelligence artificielle et à d'autres domaines, aussi en termes de santé où on voit quand même que les États-Unis jusqu'à présent avaient une avance, même si la Chine est peut-être plus avancée qu'eux et on ne le sait peut-être pas forcément. Et là, on a quand même encore des progrès, nous, à faire parce que il est important pour notre autonomie. Parce que être dépendant au niveau des chips pour l'informatique ou n'importe des États-Unis ou même pour notre défense, c'est pas ce qu'il faut. Il faut qu'on avance encore et qu'il y ait encore plus de progrès et que nos dirigeants prennent enfin la mesure de ce qu'il y a lieu de faire. Parce que là, actuellement, en France surtout, avec ce qui se passe au niveau du Parlement, c'est un peu la catastrophe. Ils font n'importe quoi. Donc là, il y a aussi... Bon, il est vrai que c'est aussi de notre faute, probablement, puisque c'est nous qui les avons élus. Je dis pas que c'est moi en tant que tel. Je suis, comme mon ami Joël, je suis aussi de gauche. Et bon, là aussi, il y aurait pas mal de choses à dire et des progrès à faire à ce niveau-là, au niveau politique. Mais de quel progrès est-ce qu'on parle ? Parce qu'on peut interpréter ça de diverses manières. Parce que le progrès, est-ce que c'est l'intelligence artificielle ? Malheureusement, si on n'avance pas en même temps que les autres, on va être bouffé encore une fois. Mais il y a le progrès social aussi. On peut pas l'ignorer. Et là, on est peut-être on est quand même en avance. Enfin, moi, j'ai l'impression, je peux me tromper par rapport à des pays qui sont soi-disant dominants comme les États-Unis en termes de social. Bon, bien qu'on ait pas mal de problèmes, de soucis au niveau du logement et d'autres, on a aussi de la pauvreté, mais j'ai l'impression qu'elle est quand même moindre. On a aussi, en France surtout, même si ça régresse aussi, plus de facilité pour avoir accès aux soins. Mais il faut qu'on progresse encore de ce côté-là et qu'on arrive à supprimer tous ces gens qui dorment dans la rue et qu'on leur trouve des logements décents. Récemment, j'étais à Bruyères et j'ai rencontré un historien, Paul. Il a une question à transmettre. Comment peut-on vivre dans le monde virtuel ? Bon, bien sûr, chacun a sa vision et son opinion. Et chaque fois, chaque génération pense que sa génération a évolué par rapport à la précédente. Et n'aime pas ce qui se passe quand on atteint un certain âge. Je me rappelle mon père ou mon grand-père, c'est « Ah, où va le monde ?» Est-ce que c'est pas ça qui se passe finalement? Que nous, on n'est pas capable à notre âge de... Enfin, je parle de toi aussi, mais on est peut-être un petit peu réticent ou alors dubitatif par rapport à la présence virtuelle en permanence. Et peut-être que c'est comme ça que le monde va évoluer, on ne sait pas. Mais trop de virtuel, c'est vrai que c'est... On n'a plus des contacts normaux avec les gens. Et c'est ça, c'est vraiment dommage parce que c'est la relation en tant que telle qui compte. Parce que bon, quand on voit dans certaines familles qui sont à mon époque, c'est vrai, je radote peut-être. Quand on dînait ensemble, quand on déjeunait ensemble en famille, il y avait de grandes discussions philosophiques et autres, politiques même. Mais maintenant, dans beaucoup de familles, qu'est-ce qu'on voit? Les enfants ou même les parents, tout le monde est sur son portable et il n'y a plus cette relation qui pouvait exister
existé auparavant. C'est pas forcément vers quoi il faut tendre. Mais bon, il y a aussi des initiatives qui sont en cours. Je vois, moi, j'ai un petit-fils qui a 3 ans et demi. Bon, à 3 ans et demi, normalement, ils sont pas censés vivre dans le virtuel et être entourés de téléphones portables, d'iPad ou d'ordinateurs. Mais on leur inculque déjà, ils font classe dehors. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui est très très courant, mais ils vivent pratiquement dehors toute l'année, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Bon, ils ont des abris, des cabanes. Ce sont des gamins qui sont très résistants. Et moi, je trouve que ça permet de leur apprendre la vie différemment et peut-être justement de pas trop les rapprocher de ce monde virtuel qu'ils connaîtront probablement par la suite, mais ils auront une autre approche peut-être. C'est ce que moi, j'espère au fond de moi-même. Ah, c'est une super initiative. Oui, oui. Et d'ailleurs, j'ai lu quelque part comme quoi, à Souffle-Veillersheim, il me semble, il y a une initiative et il y a un débat ce vendredi à ce propos de l'école dehors. Ok. Voilà. En parlant d'école, alors s'il y a une chose que vous auriez aimé apprendre à l'école, mais que vous n'avez pas pu apprendre, laquelle ce serait ? Il y a différents stades au niveau de l'école. Il y a l'école maternelle, il y a la primaire et ainsi de suite. Peu importe quand. Peu importe, j'imagine. Ouais. Oui. Oui, moi je peux dire, je trouve que le système ici est trop théorique. J'ai connu le système éducatif britannique et américain et ils sont beaucoup plus dans la pratique dès le début. Un cours est toujours théorique et pratique et nous on a mémorisé des pages qui finalement n'ont pas été d'une grande utilité. Moi je me rappelle mon premier cours d'informatique, il n'y avait pas les ordinateurs sur les tables. Oui. Oui, je suis un peu d'accord avec Joël. La pratique, le concret. Bon, moi, je suis née à la campagne, je suis pas née du tout à Strasbourg. Et moi, ce que j'ai regretté, que j'aurais aimé, moi, j'ai appris par exemple à nager très tard, à l'âge de 12-13 ans. Ben, j'aurais aimé qu'il y ait plus de... J'aurais aimé apprendre à nager plus tôt. Et on faisait pas énormément de sport non plus. Il y en avait un petit peu, on courait dans les champs. C'est bien. Bon, c'était marrant. Mais bon, des pratiques un peu plus... on jouait au foot, mais il n'y avait pas d'autres sports. J'aurais aimé apprendre certaines choses. Et peut-être aussi, j'aurais aimé apprendre à me débrouiller mieux en termes d'informatique. Bon, je sais faire un certain nombre de choses, mais dès qu'il y a un problème, je ne sais pas le résoudre. Par exemple, si mon ordinateur ne fonctionne plus, je l'éteins et puis je cherche. Ça n'a rien à voir avec l'école parce que c'est... Si, on aurait pu apprendre à se dépanner. Mais ça a tellement changé depuis le temps où tu étais à l'école et maintenant. Oui. Il y a des personnes qui ont cette facilité et d'autres pas. Et c'est une question générationnelle aussi. Ouais. Et je pense que je n'ai pas appris à vouloir résoudre des problèmes de ce type par moi-même. Il y a peut-être un apprentissage à faire pour les petits. Moi, j'abandonne. Quand ça marche pas, ça marche pas. Et pour tout, c'est comme ça. J'ai pas cette... Et je sais pas si c'est de la curiosité ou je sais pas ce que c'est. Moi non plus, en tout cas, on n'apprenait pas à réparer un ordinateur en technologie, malheureusement. Pas seulement réparer un ordinateur, mais si le logiciel ne donnait pas les résultats que j'espérais, je ne cherchais pas à comprendre le pourquoi du comment. Il faut aller sur les forums. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est que tu n'as pas envie, moi non plus. Et peut-être la flemme aussi. Hein. On est ici à Strasbourg. Comment vous pourriez présenter la ville aux personnes qui nous écoutent ? Qu'est-ce qu'on aimerait faire découvrir ? Ouais. Pour les personnes qui ne connaissent pas la ville. Moi, je m'intéresse beaucoup à la vie culturelle, théâtre, livres. Il y a beaucoup d'événements de ce genre-là qui sont disponibles à Strasbourg. Et par rapport à la taille de la ville, l'offre est immense. Si on compare ça avec d'autres villes de la même taille, comme Bordeaux, Nice, il n'y a pas autant. Si on s'intéresse à la culture, il y a vraiment de quoi faire. Et c'est très enrichissant. Super. Et je serais tentée de dire à des personnes qui s'installent ici, ben voilà, il y a tous ces théâtres, il y a ce type de concert. Je suis pas très concert, je suis plus théâtre, mais bon, je peux en parler. Les bibliothèques idéales, les écrivains, les auteurs qui viennent et qui parlent de leurs livres. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles.
Ben bon, ça me plaît beaucoup aussi. Mais bon, je ferais peut-être aussi découvrir les monuments de la ville. Moi, je trouve, et en plus la ville en tant que telle, moi je trouve que c'est une ville qui est très agréable, très facile à vivre et on peut tout faire à pied pratiquement. Moi, je marche beaucoup. D'ailleurs, je n'ai plus de voiture, donc flâner avec des amis. Récemment, on avait des amis qui étaient là et pour moi, c'était bien de flâner dans la ville et de faire découvrir, de les faire regarder en l'air aussi parce que bon, peut-être ici aussi. Hein, mais ça, partout. on peut dire de toutes les villes. Oui, mais Strasbourg, je trouve, a un charme qui. Mais flâner, découvrir le centre, découvrir l'architecture, ça de toutes les villes, on peut dire. Oui, d'accord. Mais là, quand j'ai parlé de la culture, c'est parce que je suis pas alsacienne. Quand je suis arrivée, j'ai été émerveillée par l'Europe. Oui. Le parc de l'Orangerie, par exemple, c'est un très beau parc aussi. Oui. Et justement, puisqu'on parle de culture et de théâtre, alors si vous aviez un titre de film, de chanson, de livre ou de pièce de théâtre qui vous tient particulièrement à cœur et que vous aimeriez partager aux personnes qui nous écoutent, lequel ce serait? Quand une question est posée comme ça, c'est très compliqué. Oui, c'est pas facile. Moi, je peux parler de lieux que je fréquente. Par exemple, j'aime beaucoup le Point d'eau et le Préau. J'avais un abonnement longtemps au TNS, mais que je trouve trop intellectuel par moment. Il y a un livre que j'ai adoré, mais là, ça n'a rien à voir avec Strasbourg. C'est L'Ordre du jour, le Goncourt de 2017, qui parlait des jours qui allaient mener à la Deuxième Guerre mondiale, où tous les grands industriels s'étaient réunis en Allemagne, notamment. Voilà, j'ai trouvé que c'était sublime. Et chaque fois, j'offre ce livre. Super. Bon, moi, je suis peut-être un peu plus classique. Moi, j'ai bien aimé Ainsi parlait Zarathustra, non seulement au niveau du livre, mais aussi au niveau de la musique. Justement, dans le film 2001, l'Odyssée de l'espace, c'était sur le thème de la musique, Ainsi parlait Zarathustra. Donc, moi, j'ai bien aimé ça. Donc, je suis beaucoup plus classique à ce niveau-là. Bon, j'ai aussi un livre récent. Là, je suis en train de lire Les Fauves, le dernier de Melissa d'Acosta. J'ai commencé, je suis à la page 10. C'est déjà bien. J'ai commencé ce matin. Donc, on va voir. Bon, Hamnet, on a vu le film récemment. Tu l'as vu aussi, je suppose. Mais moi, j'ai lu le livre et je n'ai pas encore vu le film. Ouais, moi, j'ai pas lu le livre, j'ai vu le film et j'étais déçue, mais c'est de ma faute parce que mon compagnon m'a parlé du livre, enthousiaste et tout. Et tu n'as pas retrouvé ça dans le J'ai pas retrouvé ça dans le film, mais j'ai lu beaucoup de critiques qui étaient très enthousiastes et moi, je suis restée sur ma faim. Mais peut-être parce que je me suis trop basée sur les critiques et trop sur ce que mon compagnon en a dit. Mais bon, c'est sûrement un film à conseiller. Et là, j'ai vu et j'ai envie d'aller voir, en parlant de film, The Renter Family. C'est au Japon, il paraît que c'est tendance que des familles, pour, je sais pas, une femme seule qui a besoin de se faire valoriser, qui loue une autre famille pour l'entourer. Et donc, c'est l'histoire, ça se passe au Japon, des Japonais qui louent une famille parce qu'ils n'en ont pas, ou qui louent une femme qui loue un mari, ou un enfant qui loue un père. C'est ça, cette histoire, Renter Family. Et j'ai envie d'aller le voir. J'ai vu la bande-annonce et ça m'a parlé. Ah oui, donc c'est sur la marchandisation du lien social, en quelque sorte. Ouais. Je me suis dit, c'est intéressant. Ça marche, merci beaucoup. Très bien. Ok. Écoutez, bonne chance pour la Oui. suite. Mon premier diplôme, c'est en journalisme et c'est le genre de projet que j'aurais très bien envisagé. Merci beaucoup Merci. et bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Bonjour jeunes gens. Je peux vous asseoir? Ah merci, ouais c'est possible. Ah, bah, Au merci milieu, beaucoup. ça sera plus tard. Jimmy, Gillian. Jimmy et Gillian, enchantés, bienvenue dans Fragment d'essence. Pour commencer, donc on est dans le thème de la nouvelle année. On est en 2026, donc bonne année à vous. Et bonne année également. Merci, Et meilleurs vœux. merci beaucoup. Si vous aviez la possibilité d'accomplir 3 de vos résolutions, lesquelles ce seraient? Si vous avez des résolutions, bien sûr. J'en ai pas forcément. Je vais au jour le jour. Voilà. Ok, très bien. Moi, ça serait me transformer plus physiquement, m'améliorer au niveau de ma santé, faire plus d'accomplissements au niveau professionnel, augmenter dans tout ce qui est grade et aptitude, et rendre heureux le plus de gens possible, comme d'habitude. Super. Ben, on vous souhaite d'accomplir ces résolutions. Merci. On est aussi dans le thème de l'Europe. On a une citation, on aime bien analyser les citations dans Fragment d'essence, de Simone Veil. L'Europe, c'est l'espoir
l'espoir de progrès. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Pour moi, ça m'inspire la possibilité de toujours évoluer dans ce qu'on peut faire, toujours rechercher des nouvelles choses, en prendre dans les autres pays qui font partie de l'Europe pour progresser, pour toujours changer et s'améliorer du bon côté, prendre le meilleur de chacun pour devenir meilleur soi-même. Est-ce que vous vous sentez européen ? Qu'est-ce que vous pensez de l'Europe actuellement ? Beaucoup de diversité culturelle, beaucoup de diversité linguistique, une grande part de traditions qui sont vachement agréables à vivre et beaucoup de belles villes et de beaux pays à visiter. Et bossant moi-même au Parlement, une grande diversité de personnes qu'on peut rencontrer et avec qui on peut échanger et qui sont très influents dans notre vie. Moi, étant dans le sud, je dirais des paysages plutôt jolis, la culture à apprendre de chacun des pays de l'Europe, et voilà. D'ailleurs, Simone Veil disait aussi que la richesse de l'Europe, c'est sa diversité. Récemment, j'étais à Bruyères, j'ai rencontré un historien. Il a une question à transmettre. Sa question, c'est comment peut-on vivre dans le monde virtuel ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça ? Monde virtuel, en général, je suis pas trop pour. Je suis plus côté humain, le contact réel avec les gens. Pour moi, le monde virtuel, je suis pareil que Jimmy, plus du style humain, le contact avec les personnes. Après, il n'empêche que ça aussi, ça ramène la possibilité de parler à des gens qui sont pas forcément proches de nous, qui sont plus loin, qui sont peut-être dans des pays inaccessibles. Donc ça permet aussi des échanges à distance, beaucoup plus simples. Tout à fait, c'est là la nuance. Et vous, qu'est-ce que vous aimeriez faire découvrir de Strasbourg aux personnes qui nous écoutent, pour les personnes qui ne connaissent pas Strasbourg ? Les bâtiments, la culture culinaire et l'alcool. Tu confirmes ? Je peux confirmer, les bâtiments sont vraiment magnifiques, les paysages sont super beaux, tout est agréable ici, les gens sont pas trop dérangeants, il n'y a aucun problème. Et ouais, tout ce qui est boisson, c'est aussi assez bien. Et ça ramène aussi plein de gens de différents pays, donc les échanges sont possibles à Strasbourg. Ville de l'Europe. Tout à fait, mais c'est multiculturel. Et justement, tu as parlé de spécialité culinaire. Quelle est ta spécialité préférée ? Je viens d'arriver hier. Ok. C'est vrai que alors si je fourche, désolé, les spätzle. Ah, Spätzle. Spätzle. Ah oui. Ce que j'ai mangé ce midi, j'ai pas le nom. Le Flamenküche. Ouais. Flamenküche. Super. On a parlé de sport aussi au début. Quel est votre sport préféré ? Pour moi, c'est assez simple, c'est le rugby. Wow. Super, j'aime beaucoup. Tu pratiques en club ? Je pratiquais en club, oui, tout à fait. Mais pareil, je viens pas d'Alsace à la base, moi je suis de Savoie. Ok. Et je pratiquais, oui, en Savoie, j'étais pilier. Génial. Moi, ça se rapproche un peu. C'est le football américain que j'ai pratiqué pendant 3 ans pendant mes études au Canada. Ah, génial. Voilà. Du coup, tu viens du Canada ou Non, alors je né en France, effectivement. J'ai de la famille au Canada, donc j'ai pu faire mes études là-bas. Et maintenant, je vis au sud, à Monaco. Et vous, est-ce que vous auriez des questions à transmettre aux prochaines personnes que je vais rencontrer ? Oui, moi je pourrais demander comment les gens pourraient se voir dans 5 ans en réussite professionnelle ou globalement dans leur vie, comment ils se sentiraient dans 5 ans à peu près. Merci, c'est noté, je la poserai. Je n'oublierai pas. Avec plaisir. Toi, quelle est ta vision de la réussite ? Professionnellement parlant, gravir des échelons, toujours en apprendre plus dans le métier que je fais. En fait, je suis quelqu'un qui adore apprendre et qui adore avoir le maximum de connaissances possible. Donc moi, c'est aller jusque là où on va me dire, en fait, tu peux plus aller. C'est le maximum, c'est Ok. fini. J'irai jusqu'à là, de manière professionnelle. Après, dans ma vie en général, si moi je suis heureux et que les gens qui m'entourent le sont, ça me va. C'est la plus belle des réussites. Oui. Dernière question. S'il y a une chose que vous auriez aimé apprendre pendant vos études et que vous n'avez pas pu apprendre malheureusement, laquelle ce serait ? T'as été quelle spécialité ? Moi, je suis agent de sécurité incendie. Oh, ok, bravo. C'est très concret, du coup, pour le coup. C'est assez concret, ouais. J'irais peut-être, au lieu de passer par la case restauration que je suis passé au tout premier, peut-être la remplacer par des années en plus de management sur le monde de l'hôtelier. Parce que moi, je suis maître hôtelier dans le housekeeping et peut-être ça m'aurait permis de trouver plus de points d'accès auxquels j'ai eu des difficultés précédemment dans mes dernières années, débloquer ces points-là plus rapidement et peut-être monter en échelon plus rapidement. Voilà. D'accord. Effectivement, le management, c'est tout un art. Super, merci beaucoup pour cet échange. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée, bon courage. Merci, bonne journée. C'est donc au cœur du parc de l'Orangerie que se termine ce 60e épisode de Fragments d'essence. Je tiens bien évidemment à remercier toutes les personnes rencontrées et notamment les 3 duos Joseph et Sylviane, Joël et Véronique et enfin Jimmy et Gillian. Aujourd'hui, nous avons eu de riches discussions sur les thèmes de l'Europe,
les résolutions, la culture, l'éducation et le monde virtuel. Avant d'analyser le proverbe du jour, l'Europe, c'est l'espoir de progrès, il convient d'abord de s'intéresser à son autrice, Simone Veil. Cette dernière est surtout connue pour avoir porté la loi Veil, adoptée en 1975, qui légalise l'interruption volontaire de grossesse en France alors qu'elle était ministre de la Santé. Européenne convaincue, elle a aussi été la première présidente du Parlement européen élue au suffrage universel de 1979 à 1982. Toujours est-il que sa vie ne se résume pas à ses postes. Née dans une famille juive aux origines lorraines, elle traverse les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, étant notamment déportée à Auschwitz durant la Shoah à l'âge de 16 ans où elle perd son père, sa mère et son frère. Survivante de la barbarie nazie, Simone Veil a donc vécu l'avant et l'après-construction européenne. Icône de la lutte pour les droits des femmes, Simone Veil s'est battue toute sa vie pour défendre la paix et la justice. En se plongeant dans son histoire, on comprend nettement sa vision de l'Europe comme l'espoir de progrès. La fin de la Seconde Guerre mondiale révèle une Europe en ruine et à reconstruire. L'idée est alors progressivement de faire l'Europe pour faire la paix. Cela a commencé par les liens commerciaux entre 6 pays européens avec la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier en 1952 et aujourd'hui nous en sommes à l'Union européenne, une union politico-économique particulière réunissant 27 États membres régis par le traité de Maastricht et le traité de Rome et dont la structure est actualisée par le traité de Lisbonne signé en 2007. Grâce à la construction européenne, de nombreux progrès ont eu lieu. On peut citer entre autres le maintien de la paix et la stabilité pendant plus de 70 ans, la lutte contre le changement climatique, le développement de la prospérité avec la création d'une monnaie commune et du plus grand marché unique au monde et la garantie de libre circulation par-delà les frontières avec l'espace Schengen. Cependant, beaucoup de défis pèsent encore sur notre union, tels que la dépendance énergétique, les tensions géopolitiques et la montée des mouvements nationalistes, l'impact du numérique ou encore la crise migratoire. Quoi qu'il en soit, tous les progrès accomplis par le passé ont commencé par une note d'espoir. Il convient donc de s'unir pour pérenniser cette mélodie. Peut-être qu'alors, nos crises laisseront place à l'harmonie et nos faiblesses deviendront nos forces. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, on t'invite à le partager à tes proches. C'est notre meilleure communication et ça aide considérablement notre travail à gagner en visibilité. Tu peux aussi nous laisser une note et un commentaire sur Spotify, iTunes ou même YouTube. Ça prend à peine quelques secondes, mais c'est vraiment essentiel pour notre référencement. On est aussi présent sur Instagram, où on met en avant les moments marquants et coulisses du podcast. N'hésite pas à nous y écrire et nous mentionner. Et enfin, si tu en as l'envie, tu peux nous aider à couvrir nos dépenses matérielles et nos déplacements en faisant un don sur Buy Me a Coffee. Tous les liens sont en description du podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas toi aussi et dès aujourd'hui de rassembler les précieux fragments de nos existences.